Comment un simple contingent de 1000 guerriers russes a-t-il pu non seulement survivre, mais anéantir complètement une avant-garde mongole de près de 3000 cavaliers aguerris venant de conquérir la moitié de l'Asie? Au printemps de 1223, le long des rives de la rivière Kalka, dans l'actuelle Ukraine, un petit détachement de défenseurs russes a accompli l'absolu impossible. Les Mongols avaient balayé le monde oriental tel un feu de forêt imparable. Ils détruisaient des armées 10 fois plus nombreuses, massacraient des populations entières et ne laissaient derrière eux que des ruines fumantes. Pourtant, ici, lors d'une défense désespérée au village d'Oleshia, une force disparate de guerriers russes a réussi à inverser le cours des événements. Ce fut l'une des victoires tactiques les plus étonnantes de la guerre médiévale. Mais comment y sont-ils parvenus? Quelles tactiques secrètes et innovations désespérées ont permis à ces défenseurs inférieurs en nombre de réaliser ce que des royaumes entiers n'avaient pu faire? Pour comprendre l'ampleur de cet exploit, nous devons revenir en arrière. Il faut voir le monde à travers les yeux de 1223. L'Empire mongol, sous Gengis Khan, était devenu la machine militaire la plus terrifiante que l'humanité ait jamais vue. Entre 1211 et 1223, les armées mongoles avaient conquis la dynastie Jin dans le nord de la Chine. Elles tuèrent environ 40 millions de personnes au cours de ce processus. Elles avaient anéanti l'empire khwarezmien en Asie centrale, massacrant approximativement 15 millions de civils. Elles réduisirent de magnifiques villes comme Samarcande et Bukhara en cendres et en os. Leurs tactiques étaient révolutionnaires et brutales. Les Tumen mongols, unités de 10 000 archers à cheval très mobiles, pouvaient parcourir jusqu'à 160 km en une seule journée. Cela dépassait de loin n'importe quelle armée médiévale. Ils employaient une guerre psychologique sophistiquée. Des agents d'avant-garde propageaient de la terreur à leur approche, exagérant souvent leur nombre et leur cruauté. Lorsque la ville de Nishapur résista en 1221, les Mongols tuèrent tout être vivant entre ses murs, y compris les chats et les chiens. Ils construisirent des pyramides avec les crânes d'1,7 million de victimes. Ils furent les pionniers des aciers de la fausse retraite, attirant des ennemis trop confiants dans des embuscades qui anéantissaient des armées entières. En 1223, ils n'avaient jamais subi de défaite décisive en bataille rangée. Le cadre géographique de la région de la rivière Kalka la rendait stratégiquement vitale. Cette zone représentait la porte entre les steppes eurasiennes et les riches principautés russes situées au-delà. Le contrôle de ces passages fluviaux signifiait le contrôle des routes commerciales. Ces routes alimentaient les marchés européens en marchandises orientales. Le terrain lui-même était trompeur. Il apparaissait comme une prairie ouverte parfaite pour les tactiques de cavalerie mongole. Mais il dissimulait des terrains marécageux, des ravins cachés et des parcelles de forêt denses. Ces éléments pouvaient passer d'un avantage à un piège mortel, selon celui qui les contrôlait. Les principautés russes en 1223 étaient fragmentées et faibles. Elles étaient divisées entre des dizaines de princes querelleurs, qui passaient plus de temps à se combattre qu'à se préparer aux menaces extérieures. Les grandes puissances comme Kiev, Tchernigov et Galicie entretenaient leurs propres armées, mais coopéraient rarement. Cette désunion allait s'avérer presque fatale. En avril 1223, les généraux mongols Jebe et Subutai menèrent une force de reconnaissance. Environ 20 000 guerriers se dirigèrent vers l'ouest, après leur campagne réussie en Persée. Leur mission était de sonder les défenses des royaumes chrétiens. Ils devaient également recueillir des renseignements pour de futures conquêtes. Les Koumans, un peuple turc qui avait longtemps pillé les terres russes, fuirent devant l'avancée mongole. Ils cherchèrent désespérément refuge auprès de leurs anciens ennemis. Le Khan Köten des Koumans arriva à la cour du prince Mstislav le Hardi en Galicie avec un message effrayant.
Il décrivit comment les Mongols avaient détruit l'armée de Géorgie. Ils avaient tué 30 000 guerriers lors d'une seule bataille dans l'An, dans les gorges de Kotman. Il parla de villes disparaissant du jour au lendemain, de populations réduites en esclavage ou exécutées en masse. Il évoqua des tactiques militaires qu'aucune armée chrétienne n'avait jamais rencontrées. Köthen avertit, « Aujourd'hui, ils prennent nos terres. Demain, ils prendront les vôtres. » Le 30 et 1 mai 1223, le long des rives de la rivière Kalka, les princes russes commirent leur première erreur catastrophique. Une force combinée d'environ 80 000 guerriers russes et Koumans fit face à l'armée mongole. Le prince Mstislav le Hardi de Galicie commandait l'avant-garde. C'était un guerrier dans la quarantaine qui avait acquis sa réputation en combattant les Polonais et les Hongrois. Il avait mené des dizaines d'escarmouches frontalières. Son expérience militaire était considérable. Cependant, elle était entièrement conventionnelle, basée sur des charges de cavalerie lourdes et des formations d'infanterie. Ces tactiques avaient dominé la guerre européenne pendant des siècles. Il était audacieux, peut-être trop audacieux, connu pour ses tactiques agressives et sa bravoure personnelle qui frisaient parfois la témérité. À ses côtés se tenait le prince Mstislav Romanovitch de Kiev, un commandant plus prudent dans la cinquantaine. Il avait survécu à des décennies de politique princière grâce à une diplomatie prudente et à une guerre défensive. Le prince Danil Romanovitch de Volhynie, âgé d'à peine 22 ans, mais montrant déjà l'éclat tactique qui ferait de lui l'un des plus grands guerriers de l'Europe médiévale, commandait les forces de réserve. Sa jeunesse masquait un esprit militaire aiguisé. Il avait été formé dès l'enfance à l'art de la guerre. Sa motivation était profondément personnelle. C'était sa patrie, son peuple, son héritage qui étaient en jeu. Les Mongols employèrent leurs tactiques caractéristiques. Une petite force d'environ 1000 cavaliers apparut devant les lignes russes. Ils lancèrent quelques volées de flèches, puis firent demi-tour et s'enfuirent. Le prince Mstislav le Hardi, voyant ce qu'il croyait être un ennemi vaincu en retraite, ordonna une poursuite immédiate. Pendant 3 jours, l'avant-garde russe, forte d'environ 30 000 guerriers, chassa les Mongols plus profondément dans la steppe. Leurs lignes de ravitaillement s'étirèrent et ils se séparèrent de l'armée principale. Le 3 juin 1223, le piège se referma. Les Mongols en fuite firent soudainement demi-tour. À partir de positions dissimulées dans des ravins et derrière de basses collines, 15 000 guerriers mongols supplémentaires émergèrent. Ils encerclèrent les forces russes épuisées dans un encerclement dévastateur. Le massacre dura moins de 6 heures. Le prince Mstislav le Hardi et environ 25 000 guerriers russes périrent sur le champ de bataille. Les Koumans, témoins du massacre, se débandèrent et s'enfuirent. Ils piétinèrent les forces russes restantes et semèrent la panique. Les Mongols les poursuivirent sans relâche, abattant des milliers d'autres. Mais c'est ici que l'histoire prend un tour inattendu. Toutes les forces russes n'avaient-elles pas participé à cette poursuite désastreuse. Au village d'Oleshia, à environ 24 km à l'ouest du champ de bataille principal, une petite garnison de 1000 guerriers avait été stationnée. Leur mission était de garder le passage de la rivière et de protéger le dépôt de ravitaillement qui nourrissait l'armée russe. Leur commandant était un petit noble nommé Youri de Ryazan. Cet homme, au début de la trentaine, avait passé la majeure partie de sa carrière militaire en service de garnison sans éclat, plutôt que dans de glorieuses batailles. Youri était méthodique, prudent, certains disaient même paranoïaque dans ses préparatifs défensifs. Il avait perdu son père et 2 frères lors de raids Koumans. Cela l'avait poussé à développer une attention obsessionnelle aux fortifications et aux tactiques défensives. Il étudiait tous les récits de bataille qu'il pouvait trouver, apprenant autant des défaites que des victoires.
Ses hommes le considéraient comme excessivement prudent. Cependant, ils respectaient sa véritable préoccupation pour leur survie et son habitude de se préparer au pire scénario possible. Lorsque la nouvelle du désastre de la Khalkha parvint à Oleschia le 4 juin, Yuri fut confronté à un choix impossible. Des éclaireurs mongols avaient été aperçus s'approchant de l'est. La principale force mongole suivait probablement les survivants en fuite directement vers sa position. Il avait 1000 hommes contre ce qui pourrait être 25 000 ou plus. Chaque instinct de logique militaire lui dictait d'abandonner la position et de fuir vers l'ouest pour se mettre en sécurité. Mais Yuri comprit quelque chose de crucial. Le dépôt de ravitaillement d'Oleschia contenait la nourriture, les armes et l'équipement qui soutenaient et les forces russes survivantes dispersées dans la région. Si les Mongols le capturaient, la résistance restante s'effondrerait entièrement. Plus important encore, le pont d'Oleschia était le seul passage fiable sur 64 kilomètres dans les deux directions. S'il pouvait le tenir, même temporairement, il pourrait gagner du temps pour que les survivants se regroupent. Cela permettrait également aux principautés éloignées de préparer leur défense. Ils ne commettraient pas la même erreur 2 fois. Yuri avait 3 jours avant l'arrivée massive des Mongols. Il mit tous ses hommes au travail pour transformer Oleschia d'un dépôt de ravitaillement paisible en un point fortifié. Ils creusèrent des remparts en terre. Yuri avait appris ces techniques en étudiant des manuels militaires byzantins. Ils fabriquèrent des milliers de chausses-trappes, de simples pointes de fer qui pouvaient estropier les chevaux. Ils les dispersèrent selon des schémas dissimulés sur les approches. Ils abattirent des arbres pour créer des abattis, des barrières enchevêtrées de branches aiguisées. Ces barrières canalisaient toute attaque vers des zones de tir prédéterminées. Yuri divisa ses 1000 guerriers en unités spécialisées. 300 étaient des archers positionnés derrière les ouvrages en terre, avec l'ordre de cibler les chevaux avant les cavaliers. 200 étaient des lanciers, entraînés à former des murs de boucliers contre les charges de cavalerie. Les 500 restants constituaient des réserves mobiles, armées de haches et d'épées, prêtes à colmater toute brèche. La première reconnaissance mongole eut lieu le 7 juin 1223. Une force d'environ 500 cavaliers apparut à l'aube. Ils s'attendaient clairement à balayer n'importe quelle garnison qu'ils trouveraient. Ils chargèrent le village au galop. Immédiatement, le champ de bataille devint chaotique. Des chevaux trébuchaient et tombaient. Des chausses-trappes déchiraient de leurs sabots. Les approches étroites forcèrent les Mongols à une formation comprimée. Leur avantage de mobilité disparut. Les archers russes, tirant depuis des positions élevées derrière les ouvrages en terre à courte portée, pouvaient difficilement les manquer. En moins de 20 minutes, les Mongols se retirèrent. Ils laissèrent derrière eux 130 morts et blessés. Ils n'avaient jamais rencontré une telle résistance de la part des forces russes. Mais ce n'était que le début. Le 9 juin, une force beaucoup plus importante arriva. Près de 2000 guerriers mongols, sous le commandement d'un général mineur nommé Karachar, encerclèrent le village. Karachar était un vétéran des campagnes d'Asie centrale. C'était un homme qui avait participé au siège d'Urgench où les Mongols avaient détourné une rivière entière pour inonder la ville. Il était méthodique et patient, contrairement aux commandants de cavalerie agressifs. Il ordonna à ses hommes de sonder les défenses de tous côtés, cherchant les faiblesses. Pendant 2 jours, les Mongols lancèrent des attaques limitées. Ils se retirèrent, puis attaquèrent à nouveau sous différents angles. Chaque assaut leur coûtait 30 ou 40 pertes. Les Russes, derrière leurs fortifications, en perdaient moins d'une douzaine. La frustration était évidente. Ce n'étaient pas les Russes, paniqués et désorganisés, qui avaient été massacrés à Khalkha. Ces défenseurs combattaient avec discipline et intelligence. Le 11 juin, Karachar prit sa décision. Il engagea toute sa force dans un assaut simultané depuis 3 directions. Il ne retint que 300 cavaliers en réserve.
L'attaque commença à midi par un barrage massif de flèches. Les Mongols tirèrent environ 20 000 flèches au cours des 15 premières minutes. Un nuage noir de mort s'abattit sur les positions russes. Mais Youri avait anticipé cela. Ses hommes se mirent à couvert derrière d'épais boucliers de bois et les remparts en terre. Ils résistèrent à la tempête avec un minimum de pertes. Ensuite vint la charge de cavalerie. Près de 1700 guerriers mongols déferlèrent simultanément, s'attendant à submerger les défenseurs par le nombre et le choc. Ce qui suivit serait étudié par les historiens militaires pendant des générations. La charge mongole frappa les zones d'abattage préparées comme des vagues se brisant contre des rochers. Les chausses trappes et les abattis les canalisèrent dans des couloirs étroits. Là, des lanciers russes attendaient en formation dense de boucliers. Des archers tirèrent sous de multiples angles. Ils créèrent des tirs croisés qui décimèrent les rangs mongols compressés. Les Mongols, maîtres de la guerre de manœuvre, se retrouvèrent piégés. Ils furent engagés dans des combats rapprochés où leurs avantages disparurent. Youri, observant depuis son poste de commandement, vit la réserve de Karachar commencer à avancer. Elle allait soutenir l'assaut. Ce fut le moment critique. Si ces 300 guerriers frais rejoignaient le combat, ils pourraient se percer. Youri prit la décision la plus audacieuse de sa vie. Il ordonna à sa réserve de 500 hommes de sortir par la porte est. Les bâtiments du village cachaient cette sortie à Karachar. La réserve devait attaquer les renforts mongols par le flanc. C'était un risque énorme. Si cette sortie échouait, il n'aurait plus aucune réserve pour colmater les brèches dans sa ligne. Mais Youri comprenait la psychologie mongole. Il comptait sur la vitesse, la manœuvre et le choc psychologique. Ils utilisaient une force écrasante. Ils n'étaient même pas préparés à ce que les défenseurs les attaquent. Les réserves russes, menées par Youri lui-même, percutèrent la cavalerie de réserve mongole. Elles le firent avec une violence stupéfiante. La mêlée au corps à corps annula l'avantage des archers mongols. Les haches et les épées russes taillaient dans les rangs mongols, surpris. Ces hommes se battaient pour leur patrie et leur survie. Karachar vit sa réserve en déroute. Son assaut principal était bloqué dans les zones d'abattage. Il prit une décision impopulaire. Il ordonna une retraite. L'assaut avait duré 4 heures. Il lui coûta environ 800 pertes, soit près de 40% de ses forces. Les pertes russes s'élevèrent à 147 morts et peut-être 200 blessés. C'était un rapport d'échange sans précédent. Les Mongols se retirèrent sur plusieurs kilomètres. Ils établirent un camp. Ils avaient clairement l'intention de convoquer des renforts pour un siège. Mais ils avaient sans sous-estimé l'étendue des dégâts déjà subis. Ils avaient aussi surestimé le temps dont ils disposaient. La nouvelle de la victoire à Oleshia se répandit comme une traînée de poudre. Elle atteignit les forces russes dispersées. Les guerriers survivants du désastre de la Khalkha avaient fui en groupes désorganisés. Ils commencèrent à se rallier vers le village. En 5 jours, la garnison de Youri atteignit près de 4000 hommes. Des survivants et des renforts étaient arrivés. Les Mongols, quant à eux, reçurent l'ordre de Subutai d'abandonner la poursuite. Ils devaient retourner à l'armée principale. Leur mission de reconnaissance avait réussi. Ils avaient recueilli des renseignements inestimables. Ces données concernaient les capacités militaires russes, la géographie et les divisions politiques. Le coût pour soumettre ce territoire serait élevé. Ce prix serait peut-être plus élevé que ce que Gengis Khan était prêt à payer à ce moment-là. Le 18 juin 1223, les forces mongoles se retirèrent vers l'est. Cela mit fin à la campagne. Les conséquences de la campagne de la rivière Khalkha et de la résistance à Oleshia résonnèrent pendant des décennies. Les Mongols ne revinrent pas sur le territoire russe avant 13 ans. Ce répit permet aux principautés de renforcer leur défense et de forger de nouvelles alliances. Lorsque les Mongols revinrent en 1236 sous Batu Khan,
Ils arrivèrent avec une force écrasante. 150 000 guerriers étaient dédiés à la conquête totale. L'invasion qui suivit dévasta les terres russes. Des villes telles que Ryazan, Vladimir et Kiev furent détruites. Des centaines de milliers de personnes périrent. Une domination mongole s'établit. Elle dura près de 250 ans. Pourtant, le souvenir d'Oleshia perdura. La doctrine militaire russe intégra les leçons démontrées par Yuri. Elle adopta la fortification, les tactiques défensives et l'importance de combattre depuis des positions préparées. Il fallait éviter d'affronter les Mongols en bataille ouverte. L'immédiat après-guerre vit Yuri de Ryazan célébré comme un héros. Il fut célébré dans toutes les principautés russes. Le prince Yuri II de Vladimir le nomma commandant de sa garde personnelle. Il devint ensuite gouverneur de Kolomna. Kolomna était une ville-forteresse stratégiquement vitale. Yuri passa les années restantes, avant la seconde invasion mongole, à renforcer les défenses. Il entraîna de nouvelles générations de guerriers aux tactiques qui avaient sauvé Oleshia. Il mourut en 1238 en défendant Kolomna contre l'invasion de Batu Khan. Il se battit jusqu'au dernier homme. Ce dernier carré permet aux civils d'évacuer. Son héritage perdura dans la tradition militaire russe. Les fortifications défensives et la patience tactique devinrent des traits distinctifs de la stratégie russe. La signification plus large de cette victoire fut unique. Elle prouva que les Mongols n'étaient pas invincibles. Aucun autre engagement dans l'expansion mongole vers l'ouest n'avait accompli cela. Si les Russes n'avaient pas résisté à Oleshia, si Yuri avait choisi la retraite au lieu de la résistance, l'impact psychologique du désastre de la Khalkha aurait été total. La force de reconnaissance mongole aurait pu pénétrer plus profondément en territoire russe. Elle aurait recueilli des renseignements. L'invasion de 1236 aurait ainsi été encore plus dévastatrice. Le délai de 13 ans donna à l'Église orthodoxe russe le temps de préserver d'innombrables manuscrits et textes religieux. Sans cela, ils auraient donc été détruits. Cela maintint la continuité culturelle durant les sombres années de la domination mongole. Les royaumes européens furent avertis de la menace mongole. Cela permit à la Hongrie et à la Pologne de préparer des défenses. Ces défenses, bien qu'insuffisantes, ralentirent l'avancée mongole en Europe centrale. C'était durant les années 1240. Pensez à ce qui aurait été perdu. De nombreux trésors culturels étaient en jeu. Cela incluait les réalisations architecturales de la Russe de Vladimir Souzdal. Les traditions littéraires et les œuvres d'art religieuses étaient également menacées. Si les Mongols avaient balayé le territoire en 1223 sans résistance, s'ils avaient établi une domination immédiate, ces trésors culturels auraient alors disparu, comme en Khwarezm et dans les territoires djinns. La résistance à Oleshia permit de gagner du temps. Ce temps permit la survie de la civilisation russe, aussi précaire fut-elle. Qui mérite le crédit pour cette remarquable réussite? Certainement Yuri de Ryazan. Sa préparation paranoïaque et son génie tactique transformèrent 1000 soldats de garnison ordinaire. Ils infligèrent aux Mongols l'une de leurs premières véritables défaites tactiques. Mais le crédit revient aussi à ces guerriers anonymes. Ils tinrent la ligne lorsque chaque instinct hurlait de fuir. Ils firent quand même confiance aux tactiques non conventionnelles de leurs commandants. Ils prouvèrent que le courage et la préparation pouvaient surmonter la supériorité numérique. C'est pourquoi nous nous souvenons d'Oleshia aujourd'hui. Ce n'est pas un grand tournant historique comme la conquête mongole ultérieure. C'est plutôt un témoignage de ce que des gens ordinaires peuvent accomplir. Cela arrive quand ils refusent d'accepter l'inévitable. Ils doivent quand même combattre avec intelligence, pas seulement avec bravoure. Ils doivent aussi comprendre que tenir la ligne quelques jours de plus peut changer le cours de l'histoire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette plongée dans l'une des batailles les plus négligées de l'histoire médiévale.
si vous avez trouvé cette histoire aussi fascinante que moi lors de mes recherches. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Essayons d'atteindre 1000. J'aime dans les 24 prochaines heures. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus d'histoires. Elles concernent les batailles qui ont changé l'histoire, mais dont personne ne parle. Laissez un commentaire pour me dire quelle bataille ou quel événement historique vous voulez que je couvre ensuite. Devrions-nous explorer le siège de Xiangyang? C'est là que les Mongols apprirent finalement à conquérir les villes fortifiées. Ou peut-être la bataille d'Anjalou? C'est là que les Mamelouks arrêtèrent enfin l'expansion mongole. Faites-moi savoir ce qui vous intéresse le plus. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux à propos de l'histoire.